Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 29 mai 2013. Alors nous allons à nouveau faire un voyage dans le passé avec ce nouveau numéro de Rencontre et cette fois-ci traiter d'un sujet longtemps négligé par les historiens puisque nous parlerons du rôle qu'a pu jouer la mosquée de Paris pour protéger des juifs sous l'occupation. Nous le ferons avec un journaliste qui a fait une enquête approfondie sur le sujet. Bonjour Mohamed Aïssaoui. Bonjour. Mohamed Aïssaoui, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Judaïque FM. D'abord parce que nous allons parler de votre livre « L'étoile jaune et le croissant » publié aux éditions Gallimard. C'est le premier ouvrage grand public évoquant l'activité de la Grande Mosquée de Paris sous l'occupation. Vous êtes journaliste au Figaro littéraire et ce livre est le résultat d'un travail d'investigation très difficile, 70 ans après les faits et alors que la plupart des témoins sont décédés. Vous avez été d'une rigoureuse honnêteté, reconnaissant que les preuves sont rares, et alors qu'un film, Les Hommes libres d'Ismaël Ferrouki, sorti en 2011, a eu tendance à enjoliver les faits, mais nous en reparlerons. Mais ensuite, et surtout, c'est un plaisir de vous interviewer, parce que vous qui êtes un musulman français d'origine algérienne, vous avez voulu répondre à tous ceux qui, juifs comme musulmans, ne veulent absolument pas admettre que des Maghrébins aient pu protéger ceux que le nazisme poursuivait et pourchassait. Vous avez eu le courage d'écrire en introduction « Je ne suis pas naïf. L'antisémitisme est la chose la mieux partagée au monde depuis la nuit des temps. Les Arabes et les musulmans y prennent largement leur part. » Et ainsi, alors qu'une histoire parfois censurée, parfois géographique, est enseignée de l'autre côté de la Méditerranée, vous évoquez aussi dans votre livre des réalités oubliées, la Légion SS musulmane et la brigade nord-africaine qui travailla avec la Gestapo. Mais des justes musulmans au Maghreb et ailleurs ont existé aussi. Et il n'est pas normal que le Yad Vashem ne les ait pas encore reconnus. Nous en parlerons aussi. Alors, je vais commencer donc en entrant tout de suite dans le vif du sujet avec le dossier historique de la mosquée de Paris sous l'occupation. En remontant la chronologie, tout commence en fait par le témoignage d'un certain docteur Albert Assouline, qui a écrit en 1983 dans l'Almanach du combattant que lui, comme 1732 personnes, évadés, résistants et surtout juifs, ont bénéficié d'une cachette à la mosquée. Alors, je me suis aperçu en lisant votre livre que c'est à partir de ce témoignage que sera réalisé le premier film. Tout à fait, un documentaire. Voilà, c'est un documentaire qui a été fait en 1991 par Derry Berkani, qui est d'ailleurs un originaire d'Algérie comme vous. Oui. Que pensez de la fiabilité du témoignage de M. Assouline ? Alors, les témoignages d'êtres humains sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que Yad Vashem s'appuie sur ce type de témoignages. On sait qu'ils peuvent être fragiles, surtout quand ils sont anciens. Moi, ce que j'ai essayé de faire, et je vous remercie d'avoir prononcé le mot honnêteté, c'est vraiment la démarche la plus honnête possible. Quand je trouvais des choses qui étaient fausses, qui étaient des légendes, oui. je le dis, je dis voilà, c'est faux, j'ai vérifié, c'est faux. Là, le témoignage d'Albert Assouline, avec d'autres, sont constants. Après, c'est au comité Yad Vashem de faire un travail d'approfondissement avec les critères qui sont les leurs, qui sont exigeants, et ça, c'est tout à fait normal. Dans le documentaire de Derry Berkani, Albert Assouline et d'autres sont tout à fait clairs. Après, moi, j'ai vérifié. Alors, il y a des choses qui étaient erronées, et il y a des choses qui sont réelles. Et parmi les choses qui sont réelles, il y en a quand même beaucoup, et des documents et des témoignages d'hommes ou de femmes. Alors, revenons donc à ce film donc de Derry Berkani, parce qu'il intervient aussi un autre témoin, qui est un médecin musulman, le docteur Ahmed Somia. Tout à fait. Alors, ce qui est malheureux, c'est que ce film a été fait en 91, et qu'Ahmed Somia et Albert Assouline vont décéder en 94. Oui. Donc, il ne reste plus que leur voix, il ne reste plus que leur... Mais mieux...
pour Ahmed Somia, il a donné un témoignage dans une cassette, comme on disait à l'époque, qui a été recueilli et que vous avez entendu. Tout à fait, aux archives départementales de Bobigny. J'ai écouté sa voix et il répète de manière claire, avec des détails précis, le fait qu'il a participé au sauvetage d'enfants juifs, notamment par le biais de l'hôpital franco-musulman. Alors, justement, cet hôpital franco-musulman de Bobigny, oui, qui existait, il dépendait donc de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Et là, effectivement, vous pensez qu'il y a des preuves que ça a été un site actif, en tout cas pour la résistance et l'évasion. Oui. Écoutez, j'apporte cette foi parce que quand j'ai rencontré Serge Klarsfeld, je lui ai dit comment faut-il faire, d'autant que lui-même m'a dit plus ça va aller, moins il y aura de témoins, bien sûr. Témoins vivants. Donc, essayez de trouver des témoins vivants ou des enfants de personnes qui ont été persécutées ou des documents. Et lui-même, pour la petite histoire, quand même, je tiens à le raconter, à la fin de notre rencontre, il me dit « J'ai eu une mère algérienne et musulmane pendant 6 mois qui s'est appelée Madame Kader parce que sa mère a bénéficié de faux papiers attestant qu'elle était musulmane. » Voilà un cas, par exemple. Après, on ne sait pas par quel biais, par quel réseau. Il n'en savait pas plus. Donc, pour en revenir à l'hôpital franco-musulman de Paris, de Bobigny, pardon. Il y a eu à l'intérieur une infirmière juive qui était née au Maroc, dont j'ai retrouvé la trace, dont j'ai retrouvé le fils, dont j'ai retrouvé les documents dans le registre du personnel. Et cette femme a raconté à son fils, donc à qui j'ai pu parler, que le fondateur de la mosquée de Paris, Kadour Ben Gabrit, l'a appelé en lui disant « Attention, les autorités allemandes savent que tu es juive, c'est écrit dans le dossier du registre du personnel, sauve-toi vite ». Et elle a pu vivre relativement tranquillement, puisqu'après elle est partie dans le sud et ensuite au Maroc. Voilà, et là on a une preuve absolue, vous le donnez dans le livre, vous avez vu son fils. Registre, j'ai vu son fils qui m'a parlé de manière très précise. Voilà. On est sûr de ce cas. Et elle a connu très très bien le fondateur de la mosquée de Paris. Alors justement, on va en parler maintenant, et peut-être parler d'abord de la situation politique donc de la Grande Mosquée de Paris sous l'occupation. Alors, c'est très intéressant, effectivement. Voilà. Alors il faut rappeler donc qu'elle a été fondée en 1926, oui. En hommage au sacrifice des soldats musulmans pendant la Première Guerre mondiale. Oui, 70 000 soldats musulmans sont tombés, qu'elle était et qu'elle est toujours administrée par la société des Habous, oui. une association d'obédience algérienne, d'ailleurs comme tous les recteurs qui se sont succédés. Tout à fait. Y compris Sikadour Ben Gabrit, le premier recteur qu'il a inauguré en 1926, qui est resté en place jusqu'à sa mort en 1954, et donc il était responsable des lieux sous l'occupation. Quelle était sa position politique ? Il avait une position très très importante. Il faut savoir que c'était le seul édifice musulman de l'époque. Et Kadour Ben Gabrit avait le statut de ministre plénipotentiaire. Il représentait le royaume du Maroc en France et il était le dignitaire de tous les musulmans en France, dans le pays du Maghreb et même en Europe. Pour une autorité énorme. Voilà, une autorité très importante qui lui a permis de bénéficier justement de certains pouvoirs, dont par exemple, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, mais le père de Philippe Bouvard a pu... Mais il faut en parler, Non, mais c'est un cas extraordinaire. C'est-à-dire que, inattendu, à un moment donné, je sais, parce que Philippe Bouvard travaille aussi pour le Figaro, qu'il a connu le fondateur de la mosquée de Paris. Je demande à le rencontrer et il me donne rendez-vous le lendemain. Et donc, d'abord, quand même, tout le monde ne le sait pas, peut-être ici on le sait, mais Philippe Bouvard est juif. Par sa mère. Par sa mère et par son père, à la fois biologique et son père adoptif qu'il a adopté dès le premier jour. Et son père adoptif, Jules Lusato, juif italien, était un résistant, rue du Faubourg-Montmartre. Il fabriquait des costumes pour les déserteurs allemands. Il se fait arrêter par les Gestapo. Il va à la prison de la Santé. Et là, le fondateur de la mosquée de Paris profite de ses pouvoirs. Il connaissait très bien la mère de Philippe Bouvard. Et il sort de prison, le père de Philippe Bouvard, et le père de Philippe Bouvard, grâce à cela, peut vivre tranquillement jusqu'en 1974. Alors c'est effectivement le deuxième exemple sûr, avéré, dont votre livre apporte vraiment la preuve. Tout à fait. Et puis j'ai retrouvé les traces des parents de Philippe Bouvard. Alors, dans les 3 minutes quand même qui nous restent avant la pause, il faudrait quand même évoquer la personnalité du recteur Ben Gabrit. Alors là, vous avez fouillé, vous avez allé dans les archives, vous avez découvert une biographie qu'on ne connaissait pas du tout, écrite par un Marocain,
avocat quand vous êtes allé au Maroc, vous avez voyagé, vous avez rencontré une de ses filles qu'il a eue sur le tard. Oui, qu'il a eu à l'âge de 76 ans. À 76 ans, vous lui avez parlé. Bon, moi, ce que j'ai retenu, en gros, c'est un personnage brillant, mondain, avec une double culture complexe aussi, on peut dire, musulmane, française, fin manœuvrier, mais qui au fond n'était ni un résistant ni un collaborateur. Et est-ce qu'on n'est pas très loin finalement du rôle qui est très bien joué d'ailleurs par Michael Londal dans le film Les Hommes Libres? On est très très loin. On est loin. On est très très loin. Parce que bon, en une minute, c'est une personnalité très complexe. C'est un dignitaire musulman qu'aujourd'hui il n'aurait pas pu avoir ce poste parce que il a écrit des pièces de théâtre très limite de l'érotisme, très légère. Il recevait, la Mosquée de Paris était un salon littéraire. Il y avait Sacha Guitry qui y passait, on servait le champagne, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, c'est une personnalité très complexe, très riche, et il avait une autorité. Alors, pour bien situer le rôle que pouvait jouer donc l'Institut musulman de la Mosquée de Paris sous l'occupation pour protéger les Juifs, il faut comprendre que c'était surtout les séfarades originaires d'Afrique du Nord et vivant en région parisienne à l'époque qui auraient pu, par leur patronyme, par leur connaissance de l'arabe et aussi par la circoncision partagée en islam, se faire passer pour des musulmans grâce à l'appui de la mosquée. Or, la moisson est quand même très maigre. Parce que tout à fait. Vous le dites, hein, dans votre livre, vous avez rencontré Serge Klarsfeld, et vous dites, bon, aucun membre de mon association n'a entendu parler de faux papiers. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, qui sont fait passer pour des musulmans, mais qu'on a la preuve que c'est venu du recteur de la mosquée. Et alors, Jean Laloum, historien, a écrit un article critique du film d'Ismaël Ferrouki, hein, donc les Hommes Libres, dans la revue des archives juives. Et alors, que j'ai lu, oui. Voilà, et dans cet article, il relève que tous les dossiers conservés dans les archives du sinistre Commissariat général aux questions juives ne parlent que de conversion factice au christianisme. Oui. Alors, vous avez même trouvé un cas, c'est une personne que la mosquée a refusé de protéger. De reconnaître comme étant musulmane. Tout à fait. Alors, qu'en pensez finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, sur la rareté des documents, il est vrai, et Klarsfeld me l'a expliqué, il va être difficile de retrouver des témoignages vivants. Il m'a même dit que les personnes qui ont été reconnues justes parmi les nations, les découvertes les plus importantes sont relativement récentes. Donc, on n'a pas activement cherché encore. Sur le sujet, oui. Voilà. Sur le fait que, par exemple, ce qui a fait le fondateur de la Mosquée de Paris, vous l'avez dit, c'est un institut, c'était une institution. Donc, avec tout ce que les institutions devaient faire, c'est-à-dire montrer patte blanche face aux autorités allemandes qui occupaient la France, et quand c'était possible, essayer de protéger des Juifs, parce que c'était un profond philosémite. Dire, vous parlez de Sicado, du fondateur de la Mosquée de Paris, tout à fait. Ensuite, sur le fait qu'on ait trouvé peu de documents. Moi, j'en ai retrouvé. Je veux dire, je vais vous lire quand même un document qui est important, qui a été authentifié, qui a été que j'ai retrouvé aux archives du ministère des Affaires étrangères. Après, je pourrais vous en parler d'autres aussi. Il a été émis par le gouvernement de Vichy le 24 septembre 1940. Donc c'est relativement tôt. Et il dit ceci: les autorités d'occupation soupçonnent le personnel de la Mosquée de Paris de délivrer frauduleusement à des individus de race juive des certificats attestant que les intéressés sont de confession musulmane. L'imam a été sommé de façon comminatoire d'avoir à rompre avec toute pratique de ce genre. Il semble en effet que nombre d'Israélites recourent à des manœuvres de toute espèce pour dissimuler leur identité. Donc il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, et quand Vichy émet un tel document, c'est pas une ou deux ou trois cas, c'était vraiment plusieurs centaines de cas. Et dans les registres du commissariat général aux questions juives, c'était le cas où le recteur de la Mosquée de Paris dit on ne peut pas reconnaître comme étant juif, c'est parce qu'il avait aussi peur, je veux dire. Et il y a eu beaucoup de cas. Alors il y a quand même un cas sur lequel d'ailleurs est centré le film Les
les hommes libres. Oui. C'est donc le personnage de Salim Halali, hein, son, Oui, tout son à fait. prénom Voilà. Simon, chanteur de musique arabo-andalouse. Et lui, on est sûr qu'il a été protégé puisqu'il est resté. Il est resté de 1940 à 1945 au sein de la mosquée de Paris comme presque chanteur officiel arabe. Voilà, dans le Voilà. café. Et il s'est appelé Salim tout au long de sa vie. Et moi, j'ai retrouvé l'acte de naissance et son vrai prénom, c'est Simon Chemoun Halali, Voilà. juif né en Algérie. Alors, vous avez quand même enquêté, parce que le film raconte l'anecdote de la fausse tombe de son père au cimetière musulman Alors, de Bobigny. je n'ai pas trouvé, Vous n'avez rien trouvé, Voilà. et vous êtes allé très loin, puisque on sait qu'il est décédé dans la misère il n'y a pas très longtemps, en 2005. Oui, tout à fait. Vous avez cherché toutes les maisons de retraite de la Côte d'Azur, vous l'avez trouvé, vous y êtes allé, vous avez rencontré le directeur d'établissement, et malheureusement, il vous a dit qu'il était gâteux à la fin, et que donc ces témoignages, on ne pouvait pas en prendre. Mais alors, surtout, comme Jean Laloum, vous avez découvert que sa sœur de 17 ans et son bébé de 7 mois ont été déportés et gazés à Auschwitz en 1943. Alors, comment ça se fait que la mosquée, finalement, a protégé l'un et pas la sœur ? Oui, mais ça, c'est toute la complexité d'une situation. Je pense que, d'abord, le fondateur de la mosquée de Paris connaissait bien Salim Simon Halali. Je pense aussi, c'est très très difficile à dire aujourd'hui, je pense que c'était difficile de protéger de manière tout le monde, quoi. C'est ça, c'est vraiment l'aspect dramatique de la situation. Le fait est, c'est que certains disaient que Salim Halali n'était pas juif. Là, on démontre qu'il est juif et on démontre malheureusement que sa sœur n'a pas pu bénéficier de la protection. Alors, il y a d'autres invraisemblances dans le film qui ont été dénoncées par je voudrais dire que le film est une fiction. C'est une fiction. Voilà, et moi, avec le conseil d'Elie Wiesel, j'ai voulu éviter la moindre petite ambiguïté. Et votre enquête est extraordinairement fouillée. Je prends un exemple. On voit dans le film la fuite de familles juives par les souterrains de la mosquée de Paris. Vous y êtes allé, vous avez demandé s'il y avait des souterrains, on vous a dit que non. Vous avez consulté le registre des égouts de Paris. Donc là, vous avez entendu le recteur actuel, M. Dalil Boubaker, qui a tenu des propos très très réservés là-dessus. Oui, c'est son droit, tout à fait. Mais en même temps, il y a des choses vraies. Par exemple, le réseau de résistants kabyles au sein des francs-tireurs et partisans. Vous avez découvert, par exemple, un musulman très proche de la mosquée déporté par les Allemands. Tout à fait. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est un cas... Moi, je suis comme vous, je m'intéresse beaucoup à cette période de l'histoire, et notamment même à la littérature de déportation, que ce soit des récits réels ou... Tout à fait. Voilà. Et le travail effectué par quelqu'un comme Claude Lozman, par exemple, est faramineux et il servira tous les siècles à venir. Et donc, ce que j'ai fait, effectivement, j'ai fouillé et... Quand je ne trouvais pas, je disais que je ne trouvais pas. Quand je trouvais, je disais que voilà. Et ce qu'on a trouvé aussi, je voudrais quand même le citer, et c'est Deri Berkani, donc l'auteur du premier documentaire. Voilà, c'est ce tract magnifique en langue kabyle, dénonçant les rafles des Juifs en disant c'est comme nos enfants. Comme nos enfants, exactement. Voilà. Ils sont juifs, ils sont des vieillards, ils sont des enfants, mais c'est comme nos enfants. Ça existait, voilà. Ça existait, ces appels à l'aide. Alors, il nous faudrait une autre émission pour évoquer les justes, ceux-là qui sont bien identifiés, pas encore reconnus, qui ont protégé des Juifs au Maghreb. C'est un autre sujet. Oui, mais il faut dire aussi que quand même le fondateur de la mosquée de Paris a un dossier ouvert à Yad Vashem. Voilà, c'est un dossier qui n'est pas fermé. Alors, à Yad Vashem, il y a quand même déjà des dizaines de noms musulmans qui sont inscrits donc, sur les monuments. Je voudrais quand même le rappeler à nos auditeurs, parce que on cite par exemple toujours la légion Handschar SS de Bosniaque, mais il y a des justes bosniaques musulmans qui ont protégé des familles juives. Je raconte un peu leur histoire. Vous en parlez. Vous avez, ça s'est passé également en Albanie, il y a eu un consul turc aussi qui a sauvé des Juifs. Et moi, ce que je voudrais simplement, c'est vous citer un article donc, qui a été publié par un autre historien, celui-là américain, Ethan Katz, au printemps 2012, dans la Jewish Quarterly Review. Et ce qu'il remarque finalement, c'est que l'histoire réelle de la mosquée de Paris sur l'occupation est devenue le point de rencontre de débats contemporains. En fait. Islamophobie, antisémitisme, mémoire sacrée, victimisation concurrente entre juifs et musulmans. Est-ce que, Mohamed Aïssaoui, c'est ma dernière question, on arrivera un jour à dépasser ces anachronismes
et à ne dire que la vérité sans l'enjoliver, sans la noircir. C'est mon vœu le plus cher. Voilà, c'est mon vœu le plus cher. Avec ce livre où j'ai essayé vraiment d'être le plus honnête possible, c'est-à-dire aussi bien de parler de la création de la Légion SS musulmane ou de Nord-Africains qui ont frayé avec la Gestapo, mais aussi en démontrant, par exemple, le cas de Philippe Bouvard ou le cas de Salim Al-Ali. J'ai essayé vraiment de tout dire et j'espère effectivement qu'on dépasse cet débat ridicule et anachronique finalement. Et anachronique, et surtout de rappeler plein de vérités. Il y a eu un âge d'or d'entente entre les Juifs et les musulmans. On voit que vous êtes très nostalgique, vous l'évoquez. Oui. Et j'ai envie de crier haut et fort, le mot philosémite. Tout à fait. Et je crois que ce travail vraiment est un modèle. Je vous remercie. Ce que vous avez fait, parce que le fait, sur chaque piste, à la fois de dire bon, ça existait, ou je ne suis pas du tout sûr que ça existait, puis de vérifier chaque élément, d'avouer aussi les impasses, parce bien que sûr. Je remarque qu'il y a beaucoup de livres où finalement les gens sont très sûrs d'eux, etc., mais on a pu tomber sur des sur des je suis murs. rentré souvent bredouille. et vous le dites vraiment, vraiment très bien. En tout cas, merci Mohamed Aissaoui d'avoir été notre invité. Je rappelle donc pour la dernière fois donc le nom de votre livre, L'Étoile jaune et le croissant. C'est aux éditions Gallimard. Merci. Merci. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.